Le gouvernement du Québec met de l'avant des propositions pour reconnaître et affirmer certaines des grandes valeurs québécoises qui nous définissent. Nous proposons aussi d'affirmer dans cette charte la neutralité religieuse de l'État et le caractère laïque de nos institutions. Pour que cette neutralité religieuse prenne forme dans les institutions publiques, elle doit aussi transparaître chez ceux et celles qui y travaillent. Nous proposons que la neutralité religieuse s'applique à toutes les personnes au service de l'État. En vertu de ce devoir, les employés de l'État ne pourraient pas porter de signes religieux ostentatoires pendant leurs heures de travail. Le ministre Bernard Drinville et le ministre des Institutions démocratiques, il est à mes côtés. Bonsoir, Bernard Drinville. Bonsoir, Mme Dussault. Écoutez, vous vouliez un projet rassembleur, à savoir que vous vouliez un projet rassembleur. Or, déjà, les gens disent, parce que ce projet brime la liberté de religion, il divise les Québécois. Mais elle ne brime pas la liberté de religion. Elle assure la liberté de religion. La charte, selon moi, c'est vraiment encore le reflet de la mentalité colonialiste du gouvernement. C'est un déni des peuples autochtones parce qu'on parle de valeurs communes québécoises, alors que les peuples autochtones, ça fait des millénaires qu'on habite le territoire. On nous a jamais demandé notre avis sur la charte. On nous a jamais demandé c'était quoi les valeurs importantes pour nous. Comme citoyen et comme juriste, moi, je ne pouvais pas tolérer qu'on soit en train de vouloir porter un si dur coup à des libertés et des droits qui sont reconnus comme fondamentaux. Oui, oui, à la charte! Oui, oui, à la charte! Oui, oui, à la charte! Qui sont ces autres qui nous prennent notre place, ce que nous percevons comme notre place, et que nous n'acceptons pas encore comme faisant partie de nous. Pour rien au monde, je ne souhaite à quelqu'un d'être une femme musulmane aujourd'hui. Plutôt que présenter cela comme un projet rassembleur pour intégrer l'ensemble de la société québécoise, notamment par des mesures d'éducation, de compréhension et de dialogue, on a voulu légiférer le vivre ensemble. Le résultat que ça a, c'est que ça montre les Québécois les uns contre les autres. Et j'espère juste qu'on va s'en relever. Ça pourrait être fun de construire une société, pas un club. Tout est récupéré de façon électoraliste, ou presque, où les jeux d'intérêt surpassent le bien commun. Et ça, c'est ça qui m'attriste le plus dans toute cette histoire. C'est que le bien commun, la collectivité, passe non pas même pas au second plan, mais c'est au troisième, quatrième, cinquième plan, après les intérêts privés, après les intérêts électoralistes. Je suis très fier de voir la famille Adéquis s'agrandir autant ce soir. Le gros drame du PQ en 2007-2008, c'est que l'ADQ est devenue l'opposition officielle avec son discours racisant dans le contexte de la crise des accommodements raisonnables. Et c'était une claque dans le visage du PQ. Et c'est à partir de ce moment-là que certains intellectuels, qu'on appelle les nationalistes conservateurs, en liaison avec certains membres du Parti québécois, en jouant sur les accommodements raisonnables, très médiatisé par le Journal de Montréal, développe l'idée qu'il faut mettre l'accent sur l'identité canadienne, française et catholique. Ça veut dire un nationalisme axé
sur le passé. Dans ça, il y en a plusieurs, toi, ils ne sont pas les seuls, mais Jacques Beauchemin, qui est vraiment comme l'intellectuel central de ce groupe-là. Mathieu Bocoté, M. Bédard, historien, etc., qui sont très frileux au plan identitaire et qui ont eu tendance à ramener la question de ce qu'ils appellent l'identité québécoise sur le devant de la scène, comme si c'était menacé par un phénomène de diversité, de multiculturalisme. On ne sait pas s'ils parlent de la politique canadienne ou d'un fait de société qui est la diversité comme telle quand ils utilisent ces termes-là, mais bon. C'est des gens qui étaient beaucoup sur les comités de réflexion, puis ainsi de suite. Ouais. Ben, c'est comme Beauchemin, disons, il a été nommé sous-ministre après leur victoire. Ouais. Ben, c'est pas rien, parce que Beauchemin est au centre de ça. Alors, quand ils mettent sur pied les comités de réflexion, bien là, ils ont maintenant Péladeau aussi, qui est dans plusieurs comités de réflexion. C'est des intellectuels qui vont être consultés dans différents comités. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Tout le monde travaille dans les réseaux. Il ne peut pas être seul. Il faut vraiment qu'ils interviennent dans certains endroits. C'est des gens qui sont bien branchés sur des gens qui ont du pouvoir. Ça a ramené toute cette idée qu'il faut que, comme disait Mario Dumont en 2007, il faut mettre ses culottes comme Québécois parce que sur le plan identitaire, il y aurait une insuffisance d'affirmation collective. Je pense qu'il faut relever le menton un petit peu. Puis dire, regarde, ici, là, il faut les faire appliquer nos principes de vie communs. Il faut les faire appliquer nos valeurs communes. Mais l'égalité, ça ne veut pas dire que nous, on s'efface. Que le peuple qui vit dans le Québec, il faut qu'il s'efface, il faut qu'il s'évapore avec sa façon de vivre, avec sa culture, avec ses valeurs, avec ses traditions. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Pour comprendre l'histoire, il faut tenir compte des causes économiques, des causes sociales, et ainsi de suite. Alors, quand je vous parlez de la mémoire canadienne, française et catholique, il y a beaucoup de choses que vous rejetez. Vous ne tenez pas compte des Autochtones. Vous ne tenez pas compte des mouvements des femmes qui sont battues contre les mâles chauvins. Vous ne tenez pas compte des travailleurs qui sont battus contre les propriétaires, y compris les propriétaires d'origine canadienne, française et catholique, pour défendre les conditions de travail et de salaire longuement, comprenez-vous? Et c'est ce qui a composé l'histoire du Québec. Donc, une grosse partie de notre identité est le fruit des luttes sociales. Et comme si les droits de la personne, notamment la liberté de conscience et la liberté religieuse, qui est mise en cause dans ce cas-là, n'étaient pas le fruit des luttes sociales, n'étaient pas le fruit de l'identité québécoise. Alors, c'est à partir de là que la réflexion s'est faite qu'il fallait chercher les votes de ces gens-là. Ici, l'année passée, le gouvernement Charest a suivi la tendance addiquiste qui était mettre des gens un contre l'autre pour mieux régner et passer ces politiques néolibérales. Créer la haine de cette manière, c'était dangereux. Et aujourd'hui, le Pauline Marois qui agit de même manière sur un autre enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait créer certaines affaires pour distraire des gens, mais aussi mettre des gens en opposition, au lieu de laisser le temps aux gens qui puissent réfléchir à leur bien-être commun. Avec la charte, on va créer certaines situations après qui n'existaient pas. Après ça, une fois qu'on va avoir de plus en plus de réactions, on va dire, vous voyez, on vous disait que c'était ça. Comment aller chercher des votes? C'est reprendre ce qui avait fait la victoire de la DQ. Ça veut dire aller sur les accommodements raisonnables. Ça veut dire aller taper sur les musulmans. Pourquoi est-ce que ces débats immédiatement retombent dans le nous et les eux autres? Lorsqu'on parle de valeurs québécoises, elles sont autant chrétiennes, musulmanes, juives, peu importe. C'est une histoire de bon job, ça. Puis quand elles ne le portent pas, elles sont réprimandées. S'intégrer dans une communauté ou dans une société, c'est faire ce que cette société en majorité fait. Dans un contexte de violence symbolique, ceux qui détiennent le pouvoir politique donnent de nouvelles définitions au concept qu'ils apportent. Ce n'est pas tous les éléments du projet de charte que nous contestons. Comme assez rapidement, tout le monde s'en est rendu compte. En fait, l'enjeu de tout ce débat public porte sur un article en particulier qui concerne donc l'interdiction des signes religieux ostentatoires. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est vraiment à ce moment-là, c'était vraiment clair et certain que j'allais me mobiliser de façon absolument convaincue et inconditionnelle pour contester justement ce projet de charte, notamment parce que je pense que ça reconduit des formes de marginalisation, de stigmatisation, une forme de ostracisme politique inacceptable à l'endroit de certaines catégories de citoyens québécois qui, pour toutes sortes de raisons, sont perçus comme des citoyens de seconde classe par
un ensemble de concitoyens québécois. Pour moi, c'est inacceptable. Ces femmes-là qui sont dans la fonction publique, parce que ce sont ces femmes qu'on cible, ce sont des femmes qui sont hautement scolarisées, qui ont traversé énormément d'étapes très, très, très difficiles, donc les concours dans la sélection, etc., pour obtenir les postes qu'elles ont actuellement. Quand les juristes, les philosophes se lèvent d'une façon quasi unanime pour dénoncer ce projet-là, parce qu'il ne faut pas dire que c'est unanime. Il y a certains juristes qui sont très associés au Parti québécois, qui ont soutenu du bout des lèvres qu'il y aurait peut-être moyen de sauver la constitutionnalité de cette charte des valeurs-là. Mais la très grande majorité des juristes est vraiment pas de cet avis-là. Et moi, je suis bien placé pour le voir, parce que l'année dernière, en 2012, quand j'avais fait partie de l'organisation d'une marche de juristes qui avait dénoncé la loi spéciale de Jean Charest, la réception dans le milieu juridique avait été très, très divisée et partagée. Cette année, je ne ressens pas du tout cette dualité d'opinion. Dans la communauté juridique, vraiment, on est très, très proche de l'unanimité. Je pense que de manière générale, on s'aperçoit assez rapidement, en fait, que le projet de la charte du PQ n'ajoute rien. Rien de plus aux balises juridiques qui existent déjà. On a déjà des instruments législatifs parmi les plus solides au monde. On a 2 chartes des droits et des libertés au Québec, la canadienne et la québécoise. C'est quand même assez hallucinant. Là. Je ne suis pas juriste ni constitutionnaliste, mais à mon sens, ça ne doit pas exister beaucoup dans le monde. Une juridiction politique où il y a 2 chartes des droits et libertés qui s'appliquent. Donc, il existe par ailleurs la possibilité, par exemple, de gérer des accommodements raisonnables qui tiennent compte effectivement de certains droits collectifs, à une certaine conception de la laïcité, etc. Et ces accommodements raisonnables sont par la suite balisés justement par des principes qui sont quand même déjà contenus dans les chartes québécoises. Que ce soit l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux, que ce soit les associations des garderies, que ce soit les chambres de commerce, tous ceux qui gèrent au quotidien le supposé problème des accommodements religieux, ben ils viennent dire, écoutez, on n'en a pas de problème, on n'en vit pas de crise. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune rationalité derrière l'interdiction de signes ostentatoires contenue dans le projet de la Charte, comme si... Et je m'excuse, j'en perds mes mots, mais je veux dire, je trouve ça incroyable que les gens se laissent convaincre que cet article-là en fait, contient l'essence de la conception de la laïcité et de l'égalité des sexes qu'on doit défendre et promouvoir au sein de la société québécoise. Je ne sais pas à quelle raison on peut imputer cette confusion, cette mécompréhension de la réalité juridique, sociale et politique ici au Québec. Mais je veux dire, c'est vraiment... Je pense qu'il y a une rhétorique qui est parfois malhonnête. Tout à fait. Et parfois aussi, il y a peut-être aussi, des composantes idéologiques qui vaut peut-être la peine, effectivement, d'être... étudiées pour être mieux comprises, mais de part et d'autre, que ce soit par conviction idéologique ou que ce soit par rhétorique fallacieuse, ça conduit à des conséquences qui peuvent être politiquement désastreuses et moralement totalement injustifiables. Je pense qu'en voyant ce genre d'approche-là, moi, personnellement, un des réflexes que j'ai eu, c'est « Oh mon Dieu, c'est la loi sur les Indiens ». L'idée de la loi sur les Indiens qui ressort encore à travers un autre pan de loi. Je suis très inquiète parce que je pense que des relations intercommunautaires, c'est comme des relations de couple. Ça n'est pas facile et c'est fragile. Et on ne peut pas tabler sur le fait qu'une relation de couple a été bonne pour dire qu'elle durera toujours. Et c'est la même chose pour des relations intercommunautaires. Si on dit des mots qu'il ne faut pas dire, si on dépasse certaines limites, c'est très long de se rassurer, de se réconcilier, de se rapprocher, de se faire confiance. Parce que vous savez, ça déboule, c'est-à-dire que la colère et le rejet suscitent la colère et le rejet. Moi, je suis totalement pour tenir la main des Québécois pour qu'on avance ensemble puis qu'on arrête de s'ignorer. Je dis, mais je refuse, par exemple, que la main que je tends, on l'utilise pour frapper l'autre, par exemple. Ça, c'est très important pour moi. J'ai dit, j'accepterai pas un pan de citoyen pour en refuser un autre parce que je veux bien m'entendre avec celui-là. Moi, je pense que c'est un discours assimilationniste. Quand on en rentre dans la laïcité mur à mur, c'est un discours assimilationniste. Mais tout le monde, il faut que ce soit pareil. Et on peut dire que cette approche a carrément détruit
notre identité autant sociale, notre identité économique, notre culture, notre langue, justement parce qu'on voulait nous faire rentrer dans ce qui étaient les valeurs de l'époque. Regardez les améliorations qui se sont créées entre autochtones et non-autochtones depuis les dernières 100 ans. Mais ça ne s'est pas fait avec les lois CESIND, ça s'est fait avec l'écoute et la compréhension. Justement, un des points fondamentaux de ce débat, c'est qu'on ne peut pas permettre que ce soit le plus grand nombre qui décide des droits des minorités. Et c'est là que la liberté religieuse prend tout son sens. Mais voyez-vous comment on est rendu? Aux minorités d'exercer leurs droits. Sur la majorité, d'ailleurs. Pas sur la majorité. Ben, ça va passer. C'est pour ça qu'il y a un système de loi, qu'il y a un système de jugement, et qu'on essaie justement d'accommoder le maximum de gens dans une société tolérante. Notre culture laïque est défiée tout le temps. Nous sommes laïcs, nous avons le droit de l'affirmer. Nous devons le faire. Quand on construit un discours intellectuel, théorique, puis quand on prend une place dans le discours public et social, je pense que si on n'a pas basé ses dires sur du travail de terrain, je pense que c'est assez problématique. Par exemple, dans le cas des accommodements raisonnables, c'était en pleine campagne électorale et la surenchère médiatique a fait en sorte qu'ils ont mis à l'ordre du jour carrément des événements pour questionner les politiciens au jour le jour sur ces événements-là, avec évidemment des photos des plus minoritaires des minorités. On a monté en épingle des cas anecdotiques d'accommodement déraisonnable dans certains tabloïds, dans certaines chaînes d'information continue et par certains commentateurs démagogues et populistes, il faut le dire. Et donc, on a caricaturé le concept d'accommodement raisonnable. Il y avait beaucoup de journalistes qui connaissaient très peu le sujet à l'époque et qui mélangeaient des affaires qui n'avaient rien à voir. Il y a eu un élargissement du débat. À un moment donné, ça ne portait plus du tout sur qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable au sens juridique et qu'est-ce qu'une vraie discrimination. Première question qu'il faut se poser quand il y a une situation de discrimination ou quand il y a un enjeu d'accommodement, c'est est-ce qu'il y a une discrimination? Et pas grand monde se posait cette question-là dans le traitement médiatique. On couvrait un paquet d'affaires qui n'avaient rien à voir avec des accommodements. En fait, il y a eu 3 vrais cas d'accommodement durant toute cette période-là. Mais il va falloir à un moment donné qu'on dise les vraies affaires, entre guillemets, et que le ministre Drainville arrête de colporter toutes sortes de faussetés en donnant l'exemple de certains accommodements complètement anecdotiques qui n'auraient jamais satisfait le test d'un accommodement raisonnable. Contrairement au premier débat qui a été, à mon avis, complètement une construction médiatique dans beaucoup de cas, qui, dans le cas de la charte, c'est un truc politique, mais ça a été approprié par la société civile, par toutes sortes de mouvements au sein de la société civile qui n'avaient pas eu lieu. C'est-à-dire cette sortie-là n'avait pas eu lieu. Là, maintenant, on a des camps politiques qui sont en train de se construire. Le débat est beaucoup plus... Il est moins chaotique, mais il est beaucoup plus tendu au plan politique et plus tendu au plan identitaire, je dirais. Parce que les préjugés contre les musulmans sont tellement forts en ce moment dans l'espace médiatique. Même après le 11 septembre, les gens, pour être politiquement corrects, disaient « mais les musulmans ne sont pas tous comme ça ». Mais si vous lisez ça convenablement, ça veut dire « ils ne sont pas tous comme ça, mais ceux qui le sont musulmans ». Alors qu'en fait, c'est plus les humains ne sont pas tous comme ça. Nous avons tous dans notre histoire des histoires de gestes terribles. Tous les peuples en ont. Je pense aussi qu'il y a un réflexe en tant que catholique pour beaucoup de gens de voir la religion de l'autre comme un danger. Puis à un moment donné, j'ai lu un commentaire sur Facebook comme quoi l'islam c'est le mal, la religion musulmane c'est le mal. J'ai dit, tu sais, veux pas. J'ai dit, moi, l'islam m'a rien fait. Alors que la religion catholique a détruit beaucoup plus dans ma culture, dans l'histoire de la nation. Il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi cette politique d'immigration, pourquoi on a besoin d'immigrants. Ils pensent que les immigrants vont envahir. Et moi, je pense que ce malaise, c'est vrai qu'il est destiné spécifiquement aux femmes musulmanes. Cette fois, on l'a tout compris, mais si je trouve ça dommage que le gouvernement, il se base pour un projet de loi, il se base sur un malaise, mais est-ce que c'est un malaise qui est fondé? On va à Montréal, on se retrouve plus au Québec. Moi, je trouve, là. En fait... Alors, l'islamisation, effectivement, c'est une réalité et ça nous préoccupe. L'islamisation de Montréal, je veux dire, sur la base de 4% de la population québécoise, je veux dire, où sont les faits? Où sont les faits?
pour étayer une telle hypothèse lourde de conséquences politiques. C'est notre devoir de citoyen et c'est peut-être aussi notre devoir en tant qu'intellectuel ou en tant que juriste d'essayer de rectifier les faits. Il n'y en a pas d'islamisation de Montréal, ça n'existe pas. Nous avons établi nos conclusions sur des études rigoureuses, par des scientifiques. Alors, quelles sont les études sur lesquelles vous vous appuyez? Vous revenez constamment avec les cas d'études. Moi, je vous reviens avec des témoignages de citoyens. Vous prétendez légiférer sur un terrain que vous ne connaissez pas. Vous vous êtes lancé dans cette opération. Alors, le témoignage des citoyens, c'est pas important. L'ignorance de la situation. En faisant la recherche, j'ai fait la distinction entre ce que j'appelle les discours d'opinion et la couverture événementielle des journalistes. Parce que c'est deux choses différentes. J'essaie d'analyser au jour le jour, est-ce que dans ces opinions-là, on voyait une espèce de spirale du racisme? Dans les dernières décennies, on a assisté à finalement un changement de la vision de l'autre, des immigrants. Et en tant que chercheur, après le 11 septembre, j'ai mis ensemble une équipe pour essayer de regarder finalement, est-ce que ces perceptions, cette impression que la discrimination avait augmenté, est-ce qu'on pouvait le vérifier? Ce que ça disait clairement, c'est que le racisme dans notre société avait fait un bond. En fait, que cette image de société tolérante qu'on essaye de garder, qu'on essaye de protéger, eh bien, c'était en train de devenir un mythe et qu'il fallait qu'on commence à s'inquiéter des relations intercommunautaires. Je suis arrivé ici au Québec en 2000. En 2000, ça fait presque 13 ans que je suis là. Je suis arrivée en 2007. Je me suis mariée avec une dame venue ici. Par exemple, des gens qui vont dire... il y a plein d'immigrants qui viennent chez nous puis qui ne sont pas capables de s'adapter. Bon, la dichotomisation nous-eux qui est négative, c'est un des premiers pas dans le racisme, si on veut. Je cherchais un meilleur avenir, c'est ce qu'on n'avait pas dans notre pays d'origine. J'ai quitté tout le monde pour venir ici, avec ma femme, avec mes 2 enfants. Et là, on rentre dans d'autres mécanismes par la suite qui sont plus une sorte de victimisation de soi. On voit dans le discours que la personne se sent vraiment menacée par l'autre. Là, c'est pas juste ils viennent chez nous puis il faut qu'ils s'adaptent, mais ils viennent nous imposer des affaires. J'aimerais vivre dans un pays francophone. Pour ça, j'ai choisi la province du Québec. Il y a la communauté homosexuelle ici, il y a la communauté juive, il y a la communauté hindoue, la communauté sikh, la communauté musulmane. Après la victimisation, tu as une sorte de diabolisation de l'autre. L'autre devient presque un ennemi. C'est plus quelqu'un qui est juste différent, qui devient quelque chose comme une sorte d'ennemi avec lequel on ne veut pas trop avoir de relation, tu sais. La montée des peurs actuelles, je pense, dans les pays qui accueillent beaucoup d'immigrants, comme le nôtre, c'est la peur de la perte de nos privilèges. Et nos privilèges sont multiples. Donc, c'est évidemment un certain confort économique. C'est aussi le confort d'une majorité qui n'a pas à se penser elle-même. On n'a pas à se poser des questions sur qui nous sommes parce que nous dominons un espace social. Avez-vous été victime de racisme ici, au Québec? Heureusement que non. Je n'ai rien vécu de ça. Aucun incident, aucun geste d'intimidation, ou bien de discrimination, de racisme, rien. Rien, absolument rien. Jusqu'à récemment. Quand on veut expulser l'autre, donc du balai, retourner chez vous, c'est que là, on veut même plus être en relation avec l'autre. Donc, il y a une espèce de spirale où on monte dans les discours et il y a certains discours qui restent à un certain niveau de mécanisme. Tout allait très bien jusqu'au jour où j'ai commencé à recevoir quelques lettres d'intimidation. بالبداية خفت إنه نحن ناقلين جديد على بناية جديدة وناس ما بعرفهم. خفت ما بعرف شو بيفكروا شو يعني أنا كتير أوقات بكون لحالي بنزل بطلع لحالي
خصوصا لما تكررت تاني مرة إنه صارت أصعب يعني إنه ما بعرف شو بدهم يعني. On est poursuivi jusqu'à chez nous, dans la rue, dans notre maison. Et pourquoi? Pourquoi? Il y a là une double interprétation. Si on regarde de façon attentive la photo, c'est le voile qui est barré et pas la figure de la femme. Et je pense qu'en termes de la lecture de l'image, c'est comme si c'était la personne qui était supprimée. Donc vous voyez comment, quand on lit dans les nuances, on peut avoir une double interprétation. Peut-être qu'au niveau de la personne qui a envoyé ce message, il y avait une intention de s'attaquer au symbole du voile, qui est objet de polémique publique en ce moment. Mais la lecture que va en faire la famille qui reçoit, c'est que c'est à nous comme personne, c'est nous que vous voulons éliminer, anéantir. Quand on trace une croix sur quelque chose, ça veut dire on veut en finir avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. J'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien lui parler, lui dire pourquoi tu as fait ça. Et viens, on peut s'asseoir, on peut en parler, en discuter, on n'a aucun problème. On ne sait pas si ça va s'arrêter jusque-là ou bien ça va dégénérer, ça va déraper. Première chose. Deuxième chose, on vit dans l'instabilité. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on vend notre condo même à perte et quitter le quartier, même quitter la province? Ça, c'est aussi, on vit dans l'instabilité. Alors l'augmentation de la discrimination auquel on assiste actuellement au Québec n'est pas isolée. Elle doit être lue dans un contexte de mondialisation. Les tensions au niveau international qu'on observe et qui s'accompagnent de la montée d'un État et d'un discours sécuritaire face à un Occident aussi dont les privilèges sont menacés par la montée économique des économies émergentes, ça se traduit au niveau des relations intercommunautaires par des dommages. Et ça, on les observe en ce moment dans tous les pays occidentaux. Donc, dans tous les pays qui, traditionnellement, se disaient développés et accueillaient des migrants. Donc, l'Europe et toute l'Amérique du Nord, mais aussi l'Australie. On est en train d'importer, je pense, un certain discours de France. Et je pense que ces personnes-là ne sont pas conscientes de la réalité sociale de la France. Que moi, par exemple, j'ai décidé de quitter parce que j'ai décidé que j'avais envie d'avoir une place dans la société dans laquelle je voulais vivre. Soit on estime, je répète toujours la même chose, soit on estime que la planète est un unique pays et que tout le monde a le droit de s'installer où il veut. Soit on estime qu'il y a des nations, des pays, des lois, et dans ce cas-là, ces gens-là sont des envahisseurs. On assiste à un recul énorme par rapport aux politiques d'asile, aux politiques d'accueil et à la vision des immigrants. Donc l'immigrant qui était vu auparavant comme une richesse, le réfugié qui était vu comme une personne vulnérable qu'il fallait protéger, est maintenant vu comme une menace, un criminel potentiel, un barbare qui vient nous envahir. Alors vous voyez le changement. J'étais toujours fière quand je suis au Maroc ou en France et j'entends des propos, par exemple, en France, on ne peut pas travailler avec le hijab. Je dis, j'ai jamais eu un problème. Au contraire, je vais à la chambre de commerce, je vais au centre de développement économique et je suis vraiment bien reçue autant que femme d'affaires. Je n'ai jamais senti que je suis différente des autres. Tous ces phénomènes-là vont se retrouver de façon plus importante pour les minorités qui ont été nommément ciblées par la charte. Donc, alors, les musulmans, que les femmes portent ou non le voile, ont l'impression que ce sont eux qui ne sont pas voulus. Donc, il y a une lecture de la charte comme étant essentiellement islamophobique. Maintenant, il y a une minorité qui se sent visée, qui se sent pas... Ça veut dire on ne veut plus d'elle. Ça fait pas longtemps que je porte le hijab et le regard est différent. On me bouscule dans le métro, on me regarde de travers et j'ai vraiment peur de l'autre. Je pense qu'en tant que jeune femme autochtone et jeune homme autochtone, on a le droit de dire que non, nous, on ne veut pas de loi qui permette de créer encore des tensions raciales entre des citoyens qui sont futils autochtones ou non. Ce qui se produit depuis que Bernard Drainville a lancé son projet, il est venu légitimer
un certain discours islamophobe en disant que sur la base d'un malaise, c'était correct de discriminer dans l'emploi, que c'était correct de ne pas vouloir confier ses enfants à des femmes voilées. Et on entend des discours qu'on n'entendait pas avant au Québec. Parce qu'ils sont appuyés par des institutions politiques. Et justement, l'aspect, je pense, le plus dérangeant du débat démocratique, c'est justement cette montée du racisme, cette montée de l'islamophobie, des personnalités publiques avec tout le respect ou l'affection que certains peuvent avoir pour certaines figures iconiques de la culture québécoise, telles que Mme Filiatro et Mme Bertrand. Je veux dire, c'est juste inacceptable qu'il y a à peine quelques mois, les propos qu'elles ont soutenus et que d'autres soutiennent sur la place publique de manière éhontée à l'égard d'une catégorie de concitoyens, des propos qui auraient été jugés inacceptables, intolérables il y a à peine quelques mois, maintenant ont droit de citer sur la place publique au nom d'un fameux débat démocratique. J'accuse pas le PQ, j'accuse pas les architectes du projet de la Charte d'avoir eu des intentions xénophobes et racistes au départ. C'est pas du tout ce qu'on dit, jamais dans aucune de nos sorties critiques. Mais il en demeure pas moins que sont-ils conscients, et tous ceux et celles qui défendent le projet de la Charte, sont-ils conscients que le fardeau de la preuve leur incombe de devoir se dissocier des charges islamophobes et des charges xénophobes et des charges racistes qui, effectivement, sont en train de polluer le débat et, je pense, de le dénigrer de toute crédibilité en raison de ça. Vous voyez comment on peut rapidement perdre ce climat de sécurité et de tranquillité sur lequel on a toujours compté au Québec. Et ça, c'est très, très précieux, mais c'est aussi très fragile. On recherche une identité ensemble parce qu'on partage le même territoire. Parce qu'on ne peut pas cohabiter si on n'est pas capable de s'accepter. Parce que sinon, on va être mal pris pendant encore de nombreuses années. J'ai très, très peur, surtout, qu'on passe à côté d'une intéressante définition de ce que c'est être un nous québécois. Ça montre que les féministes n'ont rien compris. Ça montre que les féministes québécoises qui passent à la télé en ce moment n'ont absolument rien compris. Un des aspects du débat qui m'a beaucoup déroutée, ça a été l'aspect féministe là, qui a été sorti pour dire que ces jeunes femmes-là sont traitées de telle manière, on leur impose le voile, tout. Je disais, c'est encore le regarder avec nos yeux, avec nos propres valeurs à nous. Puis je dis, c'est le moment où ça devient dangereux parce que nous aussi, on a subi on va vous sauver, on va vous aider. T'sais. Au début, j'entendais, c'est des femmes qui sont oppressées. Donc, il faut les aider et tout ça. Donc, il y a des femmes voilées qui sont sorties sur les médias. Ils ont dit non, on n'est pas oppressés. C'est mon libre choix. Là, c'est devenu c'est un geste politique. Le voile est devenu un symbole politique. C'est pour ça qu'il faut l'enlever. Le voile est souvent présenté, et je pense que c'est un des arguments principaux dans le débat, comme un symbole de soumission de la femme, un symbole d'oppression. Or, tous les signes religieux et les signes politiques sont des signes polyvalents, c'est-à-dire qu'ils veulent dire beaucoup de choses en même temps. Mais rien qu'au niveau du pouvoir, donc de la relation d'un signe au pouvoir, le voile, en ce moment, est autant, sinon plus, et moi je dirais plus, d'après les recherches que j'ai faites, un signe de résistance qu'un signe d'oppression. Porter le voile, c'est pour asseoir mon identité comme musulmane. Les jeunes filles à Parc Extension où je travaille, donc un quartier 60% immigrants et sud-asiatiques, ne portent pas le voile
principalement parce que leur famille, leur père ou leur frère leur demande. Elles portent le voile principalement pour montrer qu'elles résistent à l'islamophobie. C'est une façon de nous dire non à nous, pas à leur père et à leurs frères. Et ce n'est pas un phénomène unique, c'est quelque chose qu'on avait observé qui a été très bien documenté en Turquie au moment de la laïcisation de la Turquie, donc une laïcité imposée, qui avait amené une reprise du voile par les femmes comme geste de protestation politique. Je pense que c'est ce à quoi on assiste ici. Ça ne veut pas dire que pour des cas particuliers, ce ne sera pas un symbole d'oppression face à un patriarcat. Ça peut l'être, ça l'est dans certains cas, mais ce n'est pas majoritaire. Il ne faut pas oublier que les Premières Nations, les femmes Premières Nations, on a un féminisme qui est déjà existant d'une sorte de manière. Les Québécoises ont leur propre histoire féministe, eux autres aussi. Là, je dis, c'est le bout où est-ce que, là, on veut embarquer dans l'histoire féministe des femmes musulmanes, où est-ce qu'elles ont le droit aussi de s'approprier leur propre histoire, de décider pour elles-mêmes. Je dis là, c'est de laisser les femmes avoir le temps d'elles-mêmes créer leur propre mouvement féministe à elles. Puis de respecter ça aussi. Puis ça, c'est difficile parce qu'on pense souvent que nos valeurs sont les meilleures. Je pense aussi que leur conception de l'égalité des sexes, au nom d'un certain idéal de laïcité, reconduit malgré tout une conception eurocentriste, une conception paternaliste et une conception, en fait, impérialiste. Ça fait plus de 50 ans que les femmes disent aux hommes, laissez-nous penser par nous-mêmes. Nous avons le droit de choisir nos vies. Nous avons le droit de choisir nos trajectoires de vie. Maintenant, c'est aux femmes blanches que nous allons dire, laissez-nous choisir nos trajectoires de vie. Je suis à 100% sûre que je suis égale à mon mari. Il n'y a pas de différence. Je suis la présidente de la compagnie, il est le vice-président de la compagnie. Il travaille avec moi, mais c'est moi qui ai fondé la compagnie et c'est moi qui l'ai invité à travailler dans la compagnie. Donc, plus égal que ça, je ne vois pas c'est quoi. Où se situe la différence entre imposer le port du voile ou imposer le retrait du voile en ne tenant jamais compte de l'autonomie de ces femmes? L'égalité des genres, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi l'égalité entre les femmes. Nous sommes égales et il n'y a pas les femmes qui vont donner aux hommes des leçons sur comment on est indépendante. Sur l'apparence physique, c'est la catastrophe. C'est quelque chose de très superficiel. On parle d'égalité homme-femme, de laïcité, mais on vise seulement le visible, alors que la question des valeurs d'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est invisible. Dans nos missions d'institution, est-ce qu'on prône l'égalité homme-femme? Est-ce qu'on respecte ces valeurs-là? Est-ce qu'on les fait vivre au quotidien dans les écoles? C'est ça le vrai enjeu. Je pense que le consensus qui serait beaucoup plus acceptable entre toutes les féministes, c'est de se dire que, vous savez, l'émancipation des femmes qui permettrait l'exercice plénier de l'autonomie des individus femmes, ça passe nécessairement par l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Ça passe notamment par l'accès égal à des opportunités, à l'éducation et à des emplois, notamment au sein de la fonction publique. Si on ne combat pas les inégalités économiques, si on ne combat pas les inégalités sociales, on aura beau avoir toutes les législations du monde, ça ne changera rien dans les faits. Et ces femmes-là, par exemple, musulmanes, portant le hijab, qui maintenant n'auront plus accès à des postes à la fonction publique, qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont retourner chez elles et vont subir encore une fois les mêmes inégalités. Compromis, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas atteinte. Elle n'est pas atteinte seulement à cause des questions en relation avec la pratique religieuse de certaines personnes. Toute la société patriarcale est fondée sur l'inégalité entre les hommes et les femmes et les inégalités sociales. La société capitaliste est une société d'inégalité. Ça ne protège pas une personne opprimée en l'opprimant à nouveau. Les femmes qui, d'après le débat public, devraient être celles que nous protégeons le plus, sont sans doute celles qui se sentent en ce moment le plus menacées. Donc on a un premier paradoxe finalement. On veut protéger envers et contre elles ces femmes immigrantes qui mettent le voile, mais ces temps-ci, dans le métro, dans la rue et même dans leur foyer, ce sont elles qui vivent le plus d'anxiété, le plus de détresse. On essaie de nous distraire justement de cette incohérence-là en ramenant tout le débat sur l'égalité des sexes sur, encore une fois, une mesure concernant les signes ostentatoires qui n'a aucun lien, aucun rapport avec la véritable émancipation des femmes. Alors, dans ce sens-là, je trouve qu'il y a une incohérence, encore une fois,
qui est cachée ou qui n'est même pas comprise par certains défenseurs du projet de la Charte, mais qui mérite, je pense, d'être vraiment mise de l'avant pour nous faire comprendre où sont les véritables enjeux. Il faut accepter que du monde ne pense pas comme nous autres, vive pas comme nous autres, ne soit pas comme nous autres, pour justement s'enrichir mutuellement. Là, on est en train faudrait tout uniformiser, homogénéiser. Il y a des problèmes qui n'ont pas été posés. Il y a une identité qui n'est pas en train d'être clairement dite. Il y a des non-dits qui sont en train de créer une sorte de mal-vivre. S'il faut aller au niveau de mieux vivre ensemble, poser une charte des valeurs québécoises est une nécessité. Oui, mais pour les valeurs communes, là, c'est quoi ça, les valeurs communes? Qui va décréter ça, c'est commun, puis ça, c'est pas commun? Quelqu'un m'a demandé, toi, Mélissa, est-ce que tu l'enlèverais, la croix, à l'Assemblée nationale? Je dis, moi, j'enlèverais les pipelines. En voulant dire, on a d'autres choses qui sont plus urgentes encore. Et je comprends que l'identité, c'est urgent. Je veux dire, on se bat pour l'identité. Mais je pense que vu que c'est un non-débat, c'est un non... je pense qu'on va me battre pour les pipelines plus vite, plus urgent, si on veut pouvoir avoir une terre sur laquelle, justement, avoir une identité. En fait, si on regarde bien, le foulard en lui-même ne signifie rien. Le foulard est un symbole. La croix ne signifie rien. La croix est un symbole. Donc, on dit qu'on veut s'attaquer au symbole. Mais pourquoi des institutions religieuses ne paient pas d'impôts fonciers, d'impôts scolaires? Il ne devrait plus avoir d'écoles confessionnelles qui sont subventionnées par l'État. À un moment donné, si on veut être cohérent, il faut aller au bout du chemin et proposer une laïcité pure des institutions publiques. Parce que si on attaque à ça, là, ils vont réagir bien plus fort parce que c'est pas rien que des symboles. C'est leur réalité économique fondamentale. La démocratie telle qu'on la connaît repose sur 4 piliers d'égalité. L'égalité devant le vote, l'égalité devant la justice, l'égalité devant l'éducation et il devrait y avoir un 4e pilier qui est l'égalité économique. Pourquoi? Parce que si cette relative égalité économique n'existe pas, les 3 autres piliers s'effondrent. Le gouvernement devrait augmenter les programmes d'intégration en emploi et faire plus de sensibilisation auprès des employeurs. Ça m'a pris presque 6 ans. Ça m'a pris presque 6 ans pour trouver le travail que j'aime. Les inégalités économiques corrompent les autres piliers de l'égalité démocratique. Et c'est pour ça que je prétends qu'un idéal d'égalité économique permet d'avoir une meilleure vie démocratique. Vous avez peur de prendre le pont Champlain, on va discuter de ça. On va parler de cette secte juive ultra-orthodoxe qui a fui Sainte-Agathe-des-Monts parce qu'ils veulent échapper à la DPJ. On les soupçonnerait de maltraitance envers les enfants. Est-ce qu'on contrôle suffisamment? Est-ce qu'on surveille? Oui, il y a de la discrimination en emploi et c'est ce qui explique le fort taux de chômage chez les immigrants, par exemple d'origine arabe et notamment maghrébine. Il y a aussi un autre problème, c'est la reconnaissance de diplômes étrangers. Avant, c'était autour de 3 mois qu'il fallait attendre, mais maintenant, c'est énormément. Ça prend plus de temps pour la simple raison qu'on a coupé dans ces programmes au niveau du personnel, au niveau du ministère de l'Immigration. Il y avait ce programme qui permettait à toute personne, que ce soit à 18 ans jusqu'à 90 ans ou n'importe quel âge, il pouvait aller à l'école et c'était organisé avec l'Immigration Québec. Et malheureusement, le gouvernement péquiste de Bouchard et même Pauline Marois, qui était ministre à l'époque, à 98, ils ont coupé ça pour atteindre le déficit zéro. Les politiques économiques d'austérité ne sont pas neutres. Elles sont socialement dévastatrices. Ces politiques dites d'austérité visent à responsabiliser ou à transférer la responsabilité de notre situation sociale sur la personne, sur l'individu. Du coup, ce n'est plus la communauté qui est responsable collectivement, donc ce ne sont plus les liens sociaux qui sont garants de notre propre situation personnelle. Cette politique-là, c'est justement saper complètement, c'est volontairement
détruire le lien de solidarité qui est à la base du lien du vivre ensemble, qui est à la base du lien social. Je sais bien que dans les intentions, ça n'est pas le cas. Il ne faut pas non plus être complètement démagogue et dire que le gouvernement désire détruire le lien social, évidemment. Mais le résultat, c'est qu'on sape la volonté de lien social et du vivre ensemble. Et en ce sens, ça m'apparaît complètement immoral. Moi, ce que je crains, c'est qu'on accentue des écarts économiques, sociaux et politiques qui existent déjà au Québec. Quelque chose qui est très important, c'est de sortir de ces simplifications-là. Ces simplifications-là ne sont pas le fruit d'une mauvaise volonté. Elles sont le fruit d'un matraquage médiatique. L'image de l'autre et l'image de l'autre musulman a été sursimplifiée toutes ces dernières années. Quand on regarde le débat sur la charte, il y a comme une obligation de prendre position parce que c'est un débat qui a été infusé politiquement par le Parti québécois. Donc, les gens se sentent obligés de prendre position et là, il y a des camps politiques qui sont en train de se construire de façon beaucoup plus tranchée. Il ne faut pas oublier que ces réactions-là viennent de peur. Si on veut recréer un vivre ensemble au Québec, je ne pense pas qu'il soit perdu, mais je pense qu'il est ébranlé, qu'il est écorché par les événements actuels. Mais si on veut le reconstruire, le consolider, il faut prendre soin de nos peurs collectives. Il faut prendre soin des peurs de la majorité. Et ça, je pense qu'il faut qu'elles soient entendues. Parce elles sont réelles. La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non remportera ce référendum. Il y a très évidemment de grosses divisions entre nous. Demain, il faut continuer à vivre ensemble. Je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul. Que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61% à voter oui, on sera 63 ou 64, puis ça suffira. C'est tout. Je salue au passage la récente sortie de Jacques Parizeau par rapport au projet de la Charte, mais moi, je fais partie de cette génération qui a voté oui au dernier référendum et je ne l'ai pas vu venir, la sortie de Parizeau, au lendemain de la défaite du référendum et j'en ai eu le cœur brisé, complètement effondré et ça m'a mis des années à m'en remettre. Ça risque de refroidir, justement, les sympathies naturelles que toute une génération de néo-québécois aurait pu avoir face au projet de Québec indépendant, mais qui, du coup, maintenant, avec le projet de la Charte, se pose encore une fois des questions telles que ma génération s'est posée au lendemain, justement, de la déclaration de Jacques Parizeau suite à l'échec du référendum. Tant qu'on ne se dit pas que c'est avec les Autochtones qu'il faut qu'on définisse le Québec, que c'est avec les nouveaux arrivants qu'il faut qu'on définisse le Québec, c'est avec les vieilles vagues d'immigration qu'on définit le Québec, puis que le Québec, c'est pas juste des Canadiens français, ben, je pense qu'on sera toujours dans une forme de déni. Ce qui s'est venu chercher à l'annonce du ministre Drainville, ce qui s'est venu chercher chez moi, c'est cette réaction de plutôt, encore une fois, renforcer ma solidarité envers les immigrants de première génération et envers les immigrants de deuxième génération et de vouloir revendiquer mon statut de néo-québécoise dans la mesure où si vous considérez que certains citoyens québécois sont moins québécois que d'autres, je ne veux pas participer à cet idéal d'un Québec souverain. C'est pas l'image que je me faisais d'un Québec souverain, confiant, serein et fier de l'être.
à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, les éthiopiens. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous, les partisans. Salut à toi, Choli allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais. Salut à toi, l'irlandais. Salut à toi, l'européen. Salut à toi, le mongolien. Salut à toi, le hollandais. Salut à toi, le portugais. Salut à toi, le mexicain. Salut à toi, le marocain. Salut à toi, le libanais. Salut à toi, le pakistanais. Salut à toi, le philippin. Salut à toi, le jamaïcain. Salut à toi, le guyanais. Salut à toi, le togolais. Salut à toi, le guinéen. Salut à toi, le guadeloupéen. Salut à toi, le congolais. Salut à toi, le sénégalais. Salut à toi, l'afro-cubain. Salut à toi, le portoricain. Salut à toi, la Haute-Volta. Salut à toi, le Nigeria. Salut à toi, le Gaboni. Salut à toi, le vieux Ch'timi. Salut à toi, Che Guevara. Salut au comité de soldats. Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides. Salut à toi, la Bertaga. Salut aussi à la Panda. Salut à toi, le punk anarchiste. Salut à toi, skin communiste. Salut à toi, le Liberia. Salut à toi, le Sri Lanka. Salut à toi, le sandiniste. Salut à toi, le légendiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi, Guatemala. Salut P4 du contingent. Salut à toi, le Chotopan. Salut à toi, peuple canadien.